Donc, bien évidemment, il faut toujours s'interroger sur les conséquences fiscales de votre délocalisation. Certains d'entre vous, j'espère une majorité, a assisté déjà aux autres épisodes sur les pièges de l'ALIA et sur l'immobilier. Donc, ce matin, on va parler simplement des actifs mobiles, puisque dans le mot immobilier, il y a immobile. Donc, sur les actifs mobiles, c'est toutes les liquidités dont on sait qu'elles peuvent être sur un compte en banque ou qu'elles peuvent être sur un contrat d'assurance vie qui était ou qui est toujours le placement préféré des Français. Alors, la position du fisc français concernant les droits de succession, c'est que sont imposés en France, selon le barème des droits de succession, évidemment le patrimoine foncier, mais également les actifs liquides figurant sur des comptes bancaires en France. Je le répète, je me répète, mais il y a aussi ouverture d'une succession sur la totalité du patrimoine mondial si les héritiers sont résidents français. Et donc, compte tenu de ces éléments qu'on comprend bien, eh bien, il convient d'organiser la gestion des actifs en conséquence. Alors, les actifs liquides, à mon avis, ils devraient être détenus dans un véhicule de type soit assurance vie, soit contrat de capitalisation démembré. Je reviendrai là-dessus, c'est assez compliqué le contrat de capitalisation démembré. Donc, je vous en parlerai. Mais dans un premier temps, c'est l'assurance vie qui a quand même des limites dans sa succession. Voilà pourquoi, quelquefois, on utilise le contrat de capitalisation démembré en complément. Alors, l'assurance vie. Quand on est en France, quelle que soit la date de souscription du contrat, les prélèvements sociaux non encore réglés sont toujours retenus lors du dénouement du contrat. Donc, il faut comprendre qu'il y a une transmission qui est facilitée avec les contrats d'assurance vie. Je vais vous expliquer d'ailleurs quelles en sont les limites. Mais par contre, autant il pourrait ne pas y avoir de fiscalité du tout selon la taille du contrat, autant il y aura toujours des prélèvements sociaux en France qui seront dus sur l'ensemble des plus-values réalisées dans le contrat. Alors, dans une grande majorité des cas, donc il faut bien comprendre qu'il y a des cas particuliers qui ne correspondent pas. Il y a les primes qui ont été versées après le 13 octobre 1998. Donc, tout ce qui a été versé après le 13 octobre 1998 et avant l'âge de 70 ans de l'assuré rentre dans un article qui s'appelle l'article 990 du CGI. Il manque un petit i. Je le rajouterai. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'il y a une taxation en cas de décès dans l'article 990 qui dit que jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire, tout contrat confondu, il y a exonération. Donc, il faut bien comprendre que par bénéficiaire, souvent, on a des enfants, pas toujours, mais en l'occurrence, si on a des enfants, il arrive aussi qu'on ait des petits-enfants. Donc, on peut arriver à transmettre comme ça des sommes assez importantes. Dès qu'on a 5-6 héritiers, on est au-delà du million d'euros. Ensuite, lorsque ça dépasse 152 500 € par héritier jusqu'à 852 500 € non pas par héritier, mais par bénéficiaire de contrat, tout contrat confondu, on a un taux de taxation de 20%, qui n'est pas très important, c'est toujours trop, mais compte tenu du barème des droits de succession en France, ce n'est pas très important. Et pour les très gros contrats où on transmet plus que 852 500 € par bénéficiaire, on aura une taxation évidemment par tranche. C'est comme ça que ça se passe en France. Donc rien jusqu'à 152 500. Ensuite, entre 152 500 et 852 500, eh bien, une taxe à 20%. Et tout ce qui dépasse 852 500, au taux unique de 31,25. Alors, je prends le cas particulier des contrats qui sont souscrits avant 98. Ces contrats, le législateur a évidemment maintenu une exonération de droits et de prélèvements, quel qu'ait été l'âge de l'assuré au moment des versements. Donc, il faut comprendre que dans des très, très, très vieux contrats,
parce que quand même 1998, voire même 1991, parlons de 98, ça fait 24 ans en arrière. Donc tous les contrats qui sont antérieurs sont des contrats qui étaient exonérés sur la totalité et sans aucune limite. Donc pas de 152 500, pas de 852 500, c'était absolument exonéré. Voilà, en totalité. Donc pour ces contrats-là, en règle générale, je dis bien en règle générale, on conseille de les conserver parce qu'ils ont un avantage fiscal qu'on peut difficilement nier. Mais il y a des cas particuliers où ce n'est pas la peine de conserver un très très mauvais contrat, même s'il a été souscrit avant le 13 octobre 1998. Donc, tout ça est à voir au cas particulier. Et il y a le cas de figure des contrats d'assurance vie souscrits après 70 ans. Donc, cette fois-ci, on est dans un article qui est le 757B du CGI, qui est particulier. Et il y a aussi des avantages après 70 ans à souscrire un contrat d'assurance vie, puisqu'il y a une application au droit de succession de la somme que nous plaçons, à l'exception de 30 500 euros. Donc, quelqu'un a envie de verser 330 500 euros, eh bien, les 30 500 euros seront exonérés, ça fait partie du cadre de loi, et les 300 000 euros rentreront dans le barème des droits de succession. Mais, énorme avantage, il n'y a pas, de droit de succession applicable sur les intérêts. Donc, on a des montages où on va mettre 200 000 euros, retrouver peut-être 500 000 euros d'essai, puisque les espérances de vie sont quand même très supérieures, très, très supérieures à 70 ans aujourd'hui. Et donc, on peut retrouver comme ça des sommes assez importantes, même pour des sommes qui ont été placées après 70 ans, qui sont exonérées de droits de succession. Donc, il y a pas mal de lois, on peut naviguer entre elles et essayer de les optimiser. Pour les droits de succession, je vous les rappelle très, très rapidement. Des petites tranches de rien du tout, 8 000 euros, entre 8 000 et 12 000, etc., pour que dès qu'on dépasse les 15 932 euros, nous soyons dans une tranche à 20%. Ensuite, dès qu'on dépasse 552 000 euros jusqu'à 900 000, 30%, et vous voyez que même en ligne directe, donc on n'est pas en train de parler d'un ami, d'un camarade de jeu, d'un neveu, d'une personne qu'on apprécie, eh bien, on a là le barème en ligne directe, et ce barème en ligne directe monte très très vite au-delà de 20%. Alors, le dénouement du contrat d'assurance vie et le statut fiscal. Eh bien, il y a une instruction fiscale du 31 décembre 1999 qui est relative à cet article 990I et qui traite spécifiquement de la situation des souscripteurs non résidents. Donc, c'est écrit dans la loi, il y a une jurisprudence, les choses sont claires, nettes et précises. La taxation des capitaux d'essai auto-unique de 20% après l'abattement de 152 500 doit être appliquée dès lors que le souscripteur avait sa résidence en France lors de la souscription, et ce, quelles que soient les modifications survenues ultérieurement dans sa domiciliation. Donc, est-ce que je me fais bien comprendre? Vous avez souscrit à 38 ans un contrat d'assurance vie en France, vous êtes parti à 42 ans faire votre allié en Israël, vous décédez à 95 ans, voire 120 ans, eh bien, la France va taxer le contrat d'assurance vie simplement parce qu'il avait été souscrit en France. Donc, c'est un des intérêts de cette matinée de comprendre que les contrats d'assurance vie doivent être déplacés de la France dans beaucoup, beaucoup de cas. Voilà. Et pour déterminer si un contrat relève des dispositions de l'article 990I du CGI, il y a lieu de se placer à la date de souscription du contrat, quelles que soient les modifications survenant ultérieurement dans la domiciliation du souscripteur. Donc, je ne sais pas si je rappelle les articles, l'article 4B qui détermine si oui ou non on est résident fiscal français. Il y a 3 critères qui sont des critères alternatifs.
il ne faut pas que les 3 critères soient remplis, il suffit qu'un seul soit rempli. Donc, rapidement, quand on vit en France ou qu'on a son lieu de séjour principal en France, on est résident fiscal français. Quand on travaille en France ou qu'on a une activité professionnelle salariée ou non, à moins que cette activité soit vraiment accessoire, eh bien, on est résident fiscal français. Et enfin, le centre des intérêts économiques. Donc, on ne peut pas, pardon de me répéter par rapport à la semaine dernière pour ceux qui étaient là, on ne peut pas simplement faire son alia, avoir un passeport israélien, montrer ce beau passeport et dire stop, c'est fini, je suis israélien. Il faut bien comprendre que ce qui est important, c'est où se situe le patrimoine et où se situe le centre des intérêts économiques. Alors, il y a 3 cas possibles. Soit vous souscrivez en qualité de non-résident français et le décès a lieu en France. Dans ce cas, les bénéficiaires ne seront pas taxés. Soit le souscripteur est non-résident français à l'ouverture du contrat et le décès a lieu hors de France. Il n'y a pas de taxation en France, mais il y a une taxation dans l'État où le décès a eu lieu. Et sachez que pour le moment, en Israël, il n'y a pas de droit de succession. Enfin, le souscripteur était résident fiscal français lors de l'ouverture du contrat et le décès a lieu hors de France, eh bien, il y a un risque de double taxation qui existe en France, l'article 990 ici, et en fonction du droit interne du pays où le décès a lieu, il n'y a pas de double taxation en Israël, mais comprenez bien qu'il y aurait taxation en France si vous aviez souscrit le contrat d'assurance vie en étant résident fiscal français, au moment où vous viviez en France. Alors maintenant, assurance vie, oui, il y a d'énormes avantages, mais où? Donc, moi, je conseille de le faire au Luxembourg. Enfin, c'est plus qu'un conseil, hein, c'est une vraie conviction. Le Luxembourg dispose notamment de règles très protectrices pour les souscripteurs de contrats d'assurance vie et le contrat de capitalisation luxembourgeois. Si vous avez envie que je fasse un petit break et que vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Alors, les mesures de sécurité sont de l'ordre de 2. Il y a le triangle de sécurité. Ça permet de distinguer les actifs de l'assuré des actifs de la compagnie ou de la banque. Donc, il faut bien comprendre qu'au Luxembourg, il y a une séparation des actifs et la notion de super privilège que je vais développer tout de suite. Alors, déjà, la séparation des actifs. Il faut comprendre que les sommes versées par un souscripteur dans un contrat d'assurance vie au Luxembourg ne sont pas noyées dans l'actif du bilan de l'assureur, mais elles sont cantonnées, elles sont en dehors. Donc l'assureur peut déposer son bilan s'il le veut, il restera toujours le contrat d'assurance qui est indépendant. Ça s'appelle le cloisonnement des actifs et il est contrôlé chaque trimestre au Luxembourg par le commissariat aux assurances. Bien évidemment, en cas de défaillance de l'assureur, l'autorité de contrôle peut bloquer les comptes pour protéger les droits des souscripteurs. Donc, on a une sécurité au Luxembourg que nous n'avons pas en France. Après, il y a un autre élément qui est important, c'est ce qu'on appelle le super privilège. Et ce super privilège octroie au Luxembourg la qualité de créancier privilégié de premier rang de la compagnie d'assurance. C'est-à-dire que si la compagnie d'assurance a un problème quelconque, un problème qui est lié à la survie de son existence, eh bien, le premier créancier d'un contrat d'assurance vie, c'est le souscripteur. Ça paraît assez évident, ça paraît simple. Mais en France, on est créancier de rang 6. C'est-à-dire qu'une compagnie d'assurance qui aurait des problèmes, elle devrait déjà payer de l'argent à l'État français, ses impôts, à l'URSSAF, aux caisses de retraite des salariés de l'assureur, aux différents organismes sociaux, aux liquidateurs judiciaires, aux salariés de l'assureur. Et effectivement, en 6e rang, il y a le client. S'il reste de l'argent, ça sera pour le client. Donc, comprenez bien que je suis en train de vous dresser un portrait qui n'est pas un portrait extrémiste, parce qu'il y a déjà eu en France le dépôt d'une compagnie d'assurance
il y a une trentaine d'années. En l'occurrence, je suis intimement persuadé que et AXA, et Generali, et Swiss Life, voilà, et d'autres, Cardiff de la BNP, etc., sont des sociétés extrêmement solides et extrêmement bien gérées. Mais pour autant, il faut comprendre que là-bas, au Luxembourg, on a la totale maîtrise et le contrôle et la sécurité sur ces actifs. En France, il y aurait un accident que le souscripteur du contrat est sixième dans l'ordre de récupération des actifs. Quel est le montant minimal pour ouvrir une assurance vie au Luxembourg? C'est Alex qui demande. Il y a un seuil? Alors, bien sûr qu'il y a un seuil. C'est des contrats d'assurance vie de grande qualité qui sont plus complexes que les contrats franco-français, avec des mécaniques qui sont typiques au Luxembourg. Sachez qu'il y a quelques années, on avait des montants qui étaient de l'ordre d'1 million d'euros. Aujourd'hui, la compagnie avec laquelle je travaille pour les résidents fiscaux israéliens accepte l'ouverture des contrats à partir de 150 000 euros. Donc, je reviens à mon propos. En cas de défaut de la compagnie d'assurance, sachez qu'en France, nous avons mis en place un mécanisme de solidarité qui se monte à 70 000 euros. C'est-à-dire que chaque année, les assureurs, sur leurs bénéfices, versent une partie dans une caisse qui grossit comme ça d'année en année. C'est une forme d'assurance. Alors, ce fonds de garantie se montait début 2020, c'est la dernière fois que j'ai eu le montant, à 4 269 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent, mais je me suis amusé à diviser ce chiffre par 70 000 euros et ça ne représente que 61 000 contrats. Croyez bien qu'en France, il n'y a pas 61 000 contrats, ni même 610 000 contrats, ni même 6 millions de contrats. Il y a beaucoup plus de contrats d'assurance vie en circulation. Je suis un cas particulier de multi-détention des contrats d'assurance vie parce que les contrats se sont améliorés dans le temps et que j'ai des contrats anciens et qui ont été non pas remplacés, mais j'ai souscrit d'autres contrats au fur et à mesure que les contrats d'assurance vie s'amélioraient. Et à titre personnel, je dois en avoir 8 ou 9, peut-être plus. Mais à un moment donné, lorsque certaines dates seront passées, je transférerai tout sur un unique contrat luxembourgeois. Et notamment lorsque je serai résident fiscal israélien. Il faut savoir que les placements au Luxembourg sont garantis de manière illimitée et par l'État luxembourgeois et surtout par un mécanisme que je vais essayer de vous décrire dans quelques instants. Alors, la garantie maximale, quand même, on parle des assurances-vie depuis tout à l'heure, mais il y a les actifs qui sont déposés sur des comptes bancaires. J'ai beaucoup de clients qui vivent en Israël, qui ont encore des biens locatifs en France et qui ont conservé un compte en France pour pouvoir gérer ces actifs. Alors, encore une fois, oui, c'est possible, mais on peut aussi, il y a d'autres formules qui permettent que cet argent soit géré sur un compte qui ne serait pas forcément en France. Voilà, donc sachez que les actifs bancaires déposés en Europe sont limités à 100 000 euros par personne. Si ça vous intéresse, tout à l'heure, je vous expliquerai le pourquoi du comment de ce chiffre. La garantie maximale du contrat d'assurance vie, vous l'avez compris, c'est 70 000 euros. Et donc, la garantie maximale d'un contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois, c'est un montant illimité qui est à la fois garanti par l'État, OK, mais surtout par ce mécanisme qui s'appelle le triangle de sécurité. Donc, je vous explique, on a un triangle. En haut de ce triangle, avec le pouvoir absolu, c'est l'État luxembourgeois à travers un bureau qui s'appelle le commissariat aux assurances. Vous avez également, dans un des coins du triangle, l'assureur. Mais sachez qu'au Luxembourg, c'est très particulier, les assureurs n'ont pas le droit de conserver les actifs des clients. Ils doivent les déposer dans une banque qu'on qualifie de banque dépositaire. Donc, c'est un triangle avec le commissariat aux assurances, l'assureur et la banque dépositaire.
Donc, comme je vous le disais, intéressons-nous à la disparition de l'assureur, ce qui quand même si c'est une hypothèse qui est rare et qui est de caractère, je dirais, en termes de probabilité assez infinitésimale, intéressons-nous quand même au cas de figure où l'assureur n'existe plus. Ça serait dramatique en France. Au Luxembourg, l'assureur disparaît. Le commissariat aux assurances demande que l'ensemble de ces contrats soit transféré vers un assureur qui est solide, ou plus solide en tout cas. De la même manière, la banque dépositaire pourrait avoir des soucis. Sachez simplement que si elle a des soucis et qu'elle dépose le bilan, eh bien cette banque dépositaire recevra des instructions de l'ordre du commissariat aux assurances lui demandant de bien vouloir, compte tenu de ses marges de solvabilité qui ont baissé, de bien vouloir, et avant le dépôt de bilan, transférer les actifs des clients, les comptes des clients vers une autre banque dépositaire, évidemment extrêmement solide et choisie par le commissariat aux assurances. Commissariat aux assurances qui, au Luxembourg, a tous les pouvoirs. Si je peux me permettre, je vous dirais qu'au Luxembourg, le Luxembourg ne nous vend pas de voitures. Le Luxembourg n'a pas de société qui fabrique des avions, tels qu'on l'aurait avec Airbus ou Boeing. Le Luxembourg ne vend pas de TGV. Le Luxembourg ne vend pas dans le monde de centrales nucléaires, ne vend pas de vin, de pâtes. Les plages du Luxembourg ne sont pas célèbres et pour cause, il n'y en a pas. Donc, il y a une mono-industrie au Luxembourg qui est l'industrie effectivement de l'épargne. Et c'est une industrie qui est appréhendée avec une grande sécurité, avec un grand respect pour l'argent des clients depuis des décennies. Donc, ça n'est pas une nouveauté. Auparavant, les personnes qui mettaient de l'argent au Luxembourg le faisaient de manière occulte. Depuis une dizaine, non, plus que ça. Depuis une quinzaine d'années maintenant, le Luxembourg a décidé d'être transparent, fait partie de l'Europe, et bien évidemment, tous les comptes qui sont au Luxembourg sont désormais déclarés. Ou en tout cas, il y aurait une question qui serait posée par le fisc français, italien, allemand, etc. Il y aurait une coopération totale de la part du Luxembourg. Donc le Luxembourg a nettoyé ses comptes, il n'y a quasiment plus de comptes occultes ou plus du tout. Et en l'occurrence, il y a quand même une industrie pérenne et stable depuis de très très longues années. Ce graphique est oui. D'abord, à ce qui paraît, le Luxembourg a quand même des bonnes bières, donc ça, on lui accordera. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il les exporte. Non, mais tu parles d'un point de vue touristique. Donc, au moins, les plages, ils n'ont pas, mais les bières, ils ont. Il y a bon, une question. Il y a une autre question intéressante. Pardon, Rachel, oui. dans mes présentations futures, je parlerai de la bière au Luxembourg. Pour être parfaitement complet. Alors, il y a Alex qui demande aussi, est-ce que la garantie illimitée est valable aussi pour les comptes bancaires au Luxembourg? Je connais la réponse, je vais te donner le privilège d'y répondre. Non, je te laisse le faire. Ben oui, là, à mon avis, oui, Stéphane. Alors, je le confirme, c'est une structure luxembourgeoise où l'épargne est encadrée par l'État et l'État vérifie tous ces éléments. Donc, vérifie, et c'est ce que je voulais vous montrer là, simplement à gauche, je ne sais pas si vous voyez ma souris qui tourne, il y a un contrôle permanent avec un reporting trimestriel des actifs représentatifs et de la marge de solvabilité. C'est-à-dire que tous les trimestres, les comptes des assureurs et les comptes des banquiers remontent vers le commissariat aux assurances qui vérifie si la société est toujours digne de pouvoir se développer et gérer de l'épargne au niveau international. Donc, comprenez bien que c'est une industrie qui a une réputation et cette réputation doit être absolument sans tâche. Alors, on m'a posé aussi une autre question, Stéphane. Je connais la réponse, mais je vais aussi te donner donc le privilège d'y répondre. On me pose la question de savoir qu'en est-il des actifs qui sont placés en assurance vie au Luxembourg? Sont-elles touchées par la crise de la bourse? Alors,
quand on a de l'épargne au Luxembourg, ce qui est garanti, c'est le fait que quoi qu'il arrive à la compagnie d'assurance, quoi qu'il arrive à la banque dépositaire que nous avons choisie, il y a à la fois un contrôle et une garantie limitée de la part de l'État. Mais bien évidemment, ce que nous mettons à l'intérieur du contrat d'assurance subit ou bénéficie des marchés financiers. Il n'y a pas systématiquement des chutes comme nous sommes en train de le vivre cette année qui est particulièrement difficile. Donc comprenez bien que le choix du sous-jacent, il y a d'abord le choix du Luxembourg, après le choix du Luxembourg, il y a le choix de l'assureur, après le choix de l'assureur, il y a également le choix de la banque dépositaire, et au final, ce qui est très important, qu'est-ce qu'on met dans ce contrat? Donc on peut mettre des contrats sécuritaires, on peut mettre de l'immobilier, on peut mettre des actifs légèrement fluctuants, des actifs très fluctuants, et tout cela dépend du profil de l'épargnant. Donc, bien évidemment, on est là pour respecter l'épargnant et ce qu'il souhaite. Mais pour répondre à la question, oui, évidemment, il y a fluctuation du contrat à la hausse comme à la baisse. Oui, mais encore une fois, Stéphane, il faut bien spécifier quel est le profil de risque du client final. C'est-à-dire que si lui, par exemple, la personne en question a choisi un profil de risque élevé, donc évidemment que ces fonds vont être soumis à beaucoup de fluctuations. Et vice-versa, je veux dire, c'est lui qui choisit son profil de risque et en fonction de ça, la compagnie d'assurance gère. Mais évidemment. Évidemment. Mais c'est la même chose que ce soit au Luxembourg, en Israël. Je m'imagine, je ne connais pas la France, mais je m'imagine qu'en France, c'est la même chose. C'est strictement la même chose. Profil de risque. Alors, la seule différence, c'est qu'en France, on a quelque chose qui était censé représenter la sécurité absolue et qui s'appelle les fonds en euros. Alors, quand j'ai démarré mon activité il y a bien longtemps, ces contrats étaient des contrats totalement sécuritaires avec des obligations, pas du tout d'action au sein de ces contrats, et on avait une sécurité totale. Il se trouve qu'avec les années, les taux d'intérêt ayant baissé, on a été obligé de diversifier. Donc, on rajoute aujourd'hui 3, 5, 8% d'actions pour essayer d'apporter une rentabilité à ces contrats, car aujourd'hui, la moyenne en France de tous les fonds en euros soi-disant sécurisés est de l'ordre de 1%. Il faut bien comprendre que ces obligations d'État ne sont que des emprunts qui sont accordés à un État à un instant donné. Or, les États, il y a 20 ans, il y a 30 ans, étaient beaucoup plus solides qu'ils ne le sont aujourd'hui. Comprenez que la France a été extrêmement sollicitée depuis 35 ans. D'abord, il y a eu une dérive des dirigeants qui soient, et là, ce n'est pas de la politique, de droite, de gauche, peu importe, il y a une protection sociale en France, il y a une protection, une tendance à protéger le citoyen qui est importante et qui fait que depuis 35, presque 40 ans maintenant, il n'y a pas un seul budget qui est à l'équilibre. C'est-à-dire que malgré les impôts et les charges sociales de la France, toutes les rentrées ne correspondent pas aux sorties. On est toujours déficitaire de 3, 4, 5% par an. Et petit à petit, le déficit de l'État français s'est aggravé. Ce n'est pas le pire dans le monde, ce n'est pas le pire en Europe. En Europe, il y a l'Italie qui est un peu plus endettée encore que la France. Mais pour autant, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces dettes? Est-ce qu'il n'y aura pas un moment où un État ne pourra pas rembourser? Donc moi, je pense que c'est une utopie que d'expliquer aux gens que la sécurité est totale, une vraie utopie, car dans les livres d'histoire, on a l'emprunt russe qui n'a jamais été remboursé. Très proche de nous, on a l'Argentine, le Sri Lanka, qui sont des pays qui ont déposé le bilan en disant « je ne peux pas rembourser, donc tant pis pour les dettes que j'ai ». Et très proche, et vous pouvez, parce que beaucoup de vous vivez en France il y a une dizaine d'années, comprenez que nous avons vécu la crise grecque en 2011 et la Grèce ne pouvait pas rembourser ses actifs. Et c'était important pour l'Europe de se réunir et de payer les dettes de la Grèce parce que c'était très compliqué d'expliquer au monde, très compliqué d'expliquer au monde entier que puisqu'ils ne peuvent pas payer, on les dégage. C'est comme si demain,
les Américains enlevaient une étoile sur leur drapeau en disant la Californie est endettée, donc elle ne fait plus partie des États-Unis. Quand on est une entité comme l'Europe ou comme les États-Unis, on se doit d'être solidaire. Mais le problème, c'est que la dette de la Grèce, c'est un tout petit pays de 10 millions d'habitants, 12 millions d'habitants. Donc, on s'est réunis tous et on a payé les dettes de la Grèce. Mais qu'est-ce qui se passerait si demain, c'est les dettes d'un gros pays qui tombent, comme l'Italie ou la France? Donc, on n'a pas de problème demain, après-demain, dans les 2 ans, 5 ans, 8 ans qui viennent, mais sur le grand avenir, se pose quand même la question de manière importante, quid des dettes permanentes qu'ont les pays? Et vous comprenez bien, on a vécu, et désolé d'avoir été un petit peu long, on a vécu une période avec le Covid qui était une période difficile, et le seul pays au monde qui a aidé autant, ça a été la France, qui a payé les salaires des salariés en disant maintenant, le premier confinement, qui était un confinement strict, vous rentrez chez vous, vous avez le droit de faire pisser votre chien, mais attention, vous avez un périmètre d'1 kilomètre autour de la maison, et il faut que vous ayez une attestation si la police vous demande. Donc ce confinement-là, les salariés ont été payés, les indépendants ont reçu des aides, les entreprises ont reçu des PGE, prêts garantis par l'État, et la France, au terme de cette période difficile, non pas de 2 mois, mais du Covid qui était totalement présent dans nos vies, s'est rendu compte que notre compagnie nationale Air France allait disparaître. Alors, ce n'est pas grave, 8 milliards. Notre constructeur automobile Renault allait disparaître, allait 6 milliards. Mais ce n'est pas des prêts, ça. C'est des dons. Et cet argent, il faut bien qu'on le sorte de quelque part. Donc, au bout d'un moment, on peut pas, la France ne peut pas tout payer, malheureusement. Et là, on a une crise de l'énergie et elle essaye de mettre un bouclier pour que les dépenses de gaz et les dépenses d'électricité n'augmentent pas autant de ce qu'elles ont augmenté. L'électricité a augmenté de 200-300%. On a des augmentations de l'ordre de 5%, 5 à 10% qui apparaissent dans nos factures. Donc tout ça est fait par l'État, mais l'État ne pourra pas indéfiniment mettre la main à la poche. Alors, je reviens… Alors, Stéphane, excuse-moi, donc il y a eu entre-temps, pendant que tu parlais, et c'est vrai que c'était très intéressant tes explications, il y a 2 questions qui sont pertinentes. Il y a Laurence qui demande quels sont les avantages de l'assurance vie luxembourgeoise dans le cadre d'une succession? Alors, encore une fois, là j'en ai parlé. Dans le cadre de la succession, on a une exonération de l'ordre de 0 jusqu'à 152 500 €. Donc, nous ne payons pas de droits de succession, encore une fois, par bénéficiaire. Donc, on peut multiplier ça sur plusieurs personnes. Entre 152 500 € et 852 500 €, je l'ai dit tout à l'heure, donc je suppose que tu vas envoyer cela. Tu vas envoyer la présentation d'aujourd'hui ou l'enregistrement et vous retrouverez ces chiffres. Ensuite, il y a une tranche à 20% et une tranche à 31,25. Voilà les avantages en termes de succession. Mais les autres avantages, c'est ceux que j'allais présenter maintenant, sauf s'il y a une autre question. Et il y a une autre question aussi. Donc, est-ce que tu peux spécifier, s'il te plaît, quels sont les placements en immobilier au sein des contrats d'assurance vie au Luxembourg, bien sûr? Non, je rentrerai dans les… Sachez qu'on peut tout mettre dans un contrat luxembourgeois rapidement, mais ça va venir dans ma présentation. Donc, je répondrai à votre question un tout petit peu plus tard. OK. Alors, tout d'abord, ce qui est important, la neutralité fiscale du contrat. C'est-à-dire que le Luxembourg est neutre fiscalement de 2 manières. La première de ces manières, et qui est très importante, c'est de dire que le fisc luxembourgeois ne prélève d'impôts sur les contrats que si vous êtes vous-même luxembourgeois. Si vous êtes français, israélien, italien, allemand, néerlandais ou au sein des Émirats arabes unis, voilà pour certains des pays qui sont acceptés dans les contrats luxembourgeois aujourd'hui, le fisc luxembourgeois n'a aucun impôt à vous demander. Vous déposez l'argent dans une banque luxembourgeoise ou en tout cas dans une compagnie d'assurance luxembourgeoise, il n'y a rien à payer au Luxembourg. Mais d'un autre côté, cette neutralité fiscale, c'est une espèce de transparence qui vous fait payer
de l'impôt, et c'est une spécificité du Luxembourg, dans le pays dans lequel vous résidez, tant en cas de vie, c'est-à-dire que de temps en temps, vous avez besoin d'argent, vous le reprenez sur votre contrat, on appelle ça un rachat, qu'en cas de décès. Donc, à ce moment-là, ce qui est pris par le Luxembourg, c'est l'endroit où vous résidez au moment de votre décès. Donc, vous pouvez très bien avoir un contrat d'assurance vie qui est souscrit en France parce que vous êtes français, mais quand vous faites votre alia et que vous partez en Israël, c'est fini, la France est déconnectée et n'a plus à appliquer les articles de loi que je vous ai indiqués tout à l'heure. Voilà la neutralité fiscale. Ensuite, très important, la loi Sapin II, je ne voudrais pas être trop long, la loi Sapin II, c'est quelque chose qui permet au contrat d'assurance, aux assureurs français, de bloquer l'épargne des épargnants. Comprenez bien qu'aujourd'hui, toutes les compagnies d'assurance sont solides et ont suffisamment d'argent pour pallier à un rachat ou à un décès. Donc, vous avez besoin de 100 000, 200 000, 500 000, 1 million sur votre contrat d'assurance. Vous envoyez un document, vous demandez un rachat et vous envoyez votre RIB. Vous allez être exécuté et sous une semaine, 10 jours, 15 jours maximum avec les délais bancaires, vous recevrez votre argent. Le problème, c'est que les compagnies d'assurance ne peuvent pas avoir autant de liquidités qu'il y a d'argent sur les contrats d'assurance vie. Donc, a été demandé au ministre des Finances sous Hollande, qui était Michel Sapin, qu'est-ce qui se passerait si les clients demandaient ou un rachat ou un arbitrage des fonds en euros. Pourquoi des fonds en euros? Parce que comprenez bien qu'en bourse, vous avez détenu du L'Oréal parce que ça le vaut bien et vous avez gagné 100%, et depuis 15 jours, 3 semaines, vous perdez 15-20%. Si vous décidez de vendre, vous vendez et il vous restera les bénéfices passés et vous sortez du marché. Parce que tous les jours, il y a une liquidité du marché. Mais il n'y a pas cette liquidité du marché sur des obligations d'État. Comprenez bien que quand l'État français ou un autre État demande de l'argent aux assureurs, c'est le type de produit qu'on met dans les fonds en euros et demande à prêter un emprunt. Il faut bien comprendre que cet emprunt est fait sur des durées assez longues, 15 ans, 20 ans, 25 ans, à un taux. Par exemple, 0,50%. Eh bien, si au bout de ce prêt qui a été souscrit pendant 20 ans, si au bout de 2 ans, la compagnie d'assurance est en délicatesse et vraiment manque d'argent pour pouvoir subvenir à toutes les demandes de sortie des clients, eh bien, à ce moment-là, les compagnies d'assurance ont demandé, notamment à l'État français, mais comment on fait dans ce cas-là? Est-ce que vous pouvez nous rembourser? Et l'État français a dit, mais pas du tout. On a pris un prêt sur 20 ans, il y a 2 ans qui sont écoulés. Nous, chaque année, on va payer nos 0,50. Mais le nominal sera payé, je devrais dire, puisque je m'adresse à vous, si Dieu veut, dans 18 ans, au terme qui est prévu par le contrat. De la même manière, quand vous prenez un prêt avec une banque pour acheter un appartement sur 15 ans, la banque ne vous dit pas au bout de 2 ans, bah, finalement, j'ai bien réfléchi, rendez-moi mon argent, j'en ai besoin. Donc, il y a un problème avec les obligations, il y a un problème avec les obligations d'État, et l'État français a mis en place une loi Sapin II qui permet dans certains cas à l'assureur donc c'est le régulateur français, c'est le Haut Commissariat de stabilité financière, parce qu'on a aussi des instances financières en France, et les compagnies d'assurance peuvent prendre la décision de geler les retraits d'un contrat d'assurance vie en fonds euros pendant un maximum de 6 mois consécutifs. C'est rare, ça n'est encore jamais arrivé, mais en tout cas, on voit petit à petit avec les 100 000 euros, avec les 70 000 euros des contrats d'assurance vie, avec les 100 000 euros des comptes bancaires, avec cette loi Sapin II, que des fusibles sont mis en place au cas où. C'est mieux que dans certains pays où il n'y a rien du tout. Mais en tout état de cause, il n'y a pas de loi Sapin II au Luxembourg, tout simplement parce qu'il n'y a pas de fonds en euros. Rapidement, la sécurité, je vais passer parce que je vous ai déjà parlé et du super privilège et du triangle de sécurité. Sachez qu'actuellement, on souffre beaucoup en Europe parce qu'on a l'euro qui baisse terriblement face au dollar
et face au shekel, et face à plein de monnaies. Et donc, les contrats d'assurance vie franco-français sont exclusivement libellés en euros. On est en France. Les contrats au Luxembourg peuvent être multidevises. Aujourd'hui, il y en a 4. On peut avoir de l'euro, évidemment, du dollar, du franc suisse et de la livre sterling. Les placements sur mesure. Comprenez bien qu'en France, il y a eu une évolution au cours des années. Pendant quelques années, il y a eu une trentaine d'années, une quarantaine d'années, nous avions des contrats monosupport avec simplement des obligations d'État, et pour cause, le produit était sécurisé et rapporté du 2 chiffres, c'est-à-dire du 12, du 11, du 10, et après, il y a eu beaucoup d'années que j'ai vécues entre 8 et 9, et puis après, ça a baissé pour arriver aujourd'hui à peu près à 1%. Ensuite, on a eu des contrats multi-supports, c'est-à-dire qu'au sein des contrats d'assurance vie, on a accepté de rajouter quelques supports, de bourse notamment, pour pouvoir diversifier ses actifs. Et c'est important que cette diversification ait lieu, puisqu'on a vu venir le cas de figure où les taux d'intérêt allaient baisser. Et c'est le cas actuellement. Donc, heureusement qu'on a cette diversification. Mais pour autant, nous n'avions que quelques fonds en plus du fonds en euros, et c'était des fonds de la propre compagnie qui vous avait vendu le contrat. Ensuite, on est arrivé, aujourd'hui, on dispose en France de contrats multi-supports, mais multigestionnaires. Ça veut dire que l'assureur admet des fonds d'une autre compagnie ou d'une autre banque ou d'un autre gestionnaire d'actifs, et on a dans les très très bons contrats d'assurance quelque chose comme 1200 à 1500 lignes. Au Luxembourg, comme votre argent est déposé non pas chez un assureur, mais dans une banque, on peut lui demander d'acheter n'importe quoi dans le monde. Il n'y a pas de limite. Donc, là où j'ai 1200 fonds en France, j'en ai 35 500 au Luxembourg. Là où j'ai peu de contrats en France qui acceptent les titres vifs, j'ai tous les titres vifs de la planète au Luxembourg. Il y a notamment d'autres supports, et notamment des supports immobiliers. Évidemment, je ne vais pas vendre quelque chose ce matin. Je vous dis juste qu'ils existent. Donc, je ne peux pas les détailler pour répondre à la question de tout à l'heure, mais sachez qu'il y a des options immobilières pour bénéficier et des avantages de transmission du contrat d'assurance et de la régularité de l'immobilier. Enfin, mais ce n'est plus trop le cas aujourd'hui, pendant longtemps, on parlait de crédit lombard. Le crédit lombard, c'est le fait que votre argent étant chez un banquier au Luxembourg, quand vous aviez besoin d'argent, vous pouviez simplement demander à ce banquier de retirer de l'argent du contrat. Mais le banquier disait, mais vous n'êtes pas content de ma gestion? Si tel est le cas, je me propose de vous prêter, puisque j'ai en garantie vos actifs, je me propose de vous prêter de l'argent sur ces actifs qui sont déposés chez moi. Et effectivement, comme on avait des rentabilités de 3, 4, 5, 7, 8% sur les contrats, c'était ballot, idiot de retirer de l'argent, puisque le banquier vous proposait à une certaine époque de l'épargne, de vous prêter de l'argent aux alentours de 1 ou 1,5%. On appelle ça le crédit lombard. Je tiens à dire que les taux d'intérêt sont en train de remonter très très vite et que ce n'est pas un avantage à l'heure actuelle ni dans les quelques mois ou années qui viennent. Mais il y a des variations sur les taux d'intérêt et il y a des époques où c'est important. J'ai fini ma présentation. Je vous remercie de votre attention et je suis ouvert à toutes vos questions.